Bien, eh ben, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque. Prendre le temps de s'interroger sur la représentation historique de moments, d'événements aussi, sans pour autant s'enfermer dans une vision qui pourrait être à la fois très idyllique, mais aussi qui pourrait être très condamnable du passé. Telle est la façon dont nous souhaitons ouvrir ce colloque d'aujourd'hui. L'histoire nous dit le plus souvent ce dont nous sommes capables, ce dont les hommes sont capables. Et bien 1917, c'est la guerre dans toute son horreur. Les pertes humaines considérables sont occasionnées par l'utilisation d'armes redoutables. Il faut quand même ne pas oublier que quelques années auparavant, Jean Jaurès, pour s'être battu contre cette absurdité d'un conflit voulu par les capitalistes, sera, lui, assassiné le 31 juillet 1914. À cette époque, les socialistes se rallieront alors à ce qu'on a appelé l'Union sacrée, une sorte de trêve des partis pour faire face au conflit. C'est donc les 23, 24 et 25 décembre 1917 que s'est tenue ici, enfin pas dans cette salle, mais en tous les cas à Clermont-Ferrand, dans notre ville, la troisième conférence confédérale CGT sur ce thème assez précis de devant la situation de guerre. Et la conférence se terminera, laborieusement d'ailleurs, par le vote d'un texte de compromis demandant la constitution de la Société des Nations. Je crois déjà qu'il est possible de planter une première chose, en ce sens qu'il existe là les germes d'une préfiguration de la création de ce que fut la CGT-U en janvier 1922 et qui durera jusqu'à la réunification en 1936. La proposition du syndicat CGT du personnel départemental du Puy-de-Dôme, d'organiser avec l'Institut d'histoire sociale CGT de ce département, et le soutien des amis du journal L'Humanité, cette initiative d'aujourd'hui, et je crois, et je l'apprécie comme ça, un exercice ambitieux, très ambitieux. D'autant que c'est difficile de parler de l'histoire, encore qu'on sait le faire, lorsque les acteurs de la période ont disparu. La CGT est née en 1895. Sa naissance est véritablement une étape dans l'histoire des ouvriers français, une histoire qui se situe dans la suite de luttes anciennes conduites par le prolétariat de l'époque contre la révolution de 1848, mais aussi la Commune de Paris en 1870-1872. 1917 marque le point d'une nouvelle étape dans l'histoire du mouvement ouvrier. Et même si tous les contemporains du début de ce XXe siècle, ou du siècle précédent, n'en ont pas conscience, la Révolution d'octobre avait profondément transformé le monde. On peut donc, je crois, distinguer la période d'avant 1917 et la période d'après 1917. Du reste, la suppression du patronat et du salariat, je cite, inscrite à l'article 1er des statuts de la CGT, devient à cette époque, n'est plus un rêve, mais elle devient une réalité. De plus, du seul fait de l'existence d'un pays socialiste, c'est aussi tout le système capitaliste lui-même qui est particulièrement bouleversé à l'échelle internationale. Les misères de la guerre et l'exemple de la Révolution d'octobre soulèvent le prolétariat dans le monde, d'une façon générale. Et c'est aussi l'existence d'un nouveau parti qui apparaît, le Parti communiste français, qui va se révéler comme un point d'appui important pour le salariat. Depuis sa création, la CGT accorde à la connaissance de l'histoire sociale une place non négligeable dans son activité, en considérant que l'histoire fait véritablement partie de son patrimoine. Et dès l'origine, en se constituant en association, les IHS, de fédérations, de départements, de régions, comme l'Institut d'histoire sociale de notre département, se refusent à établir une quelconque histoire officielle.
Donc pas de repentance, ni d'autoflagellation, ni amnésie, ni mythification. Simplement une reconnaissance de ce qui a été, les moments de lumière comme les moments d'ombre. Tel est en définitive notre fil conducteur, telle est la manière dont nous souhaitons que ce colloque d'aujourd'hui se déroule. La science sociale, comme toutes les sciences, ne peut fonctionner que sur la diversité des hypothèses et des théories. Et la confrontation entre conception de l'histoire est intrinsèque à la discipline. Ce colloque doit être, de notre point de vue, une journée d'expression diversifiée où universitaires, chercheurs, syndicalistes se rencontrent et débattent. J'ajouterai seulement que le syndicalisme se doit d'intervenir dans le débat historique parce qu'il est lui-même un acteur de cette histoire au même titre que beaucoup d'autres. Et de ce point de vue, il a une certaine légitimité à pouvoir parler. Nous ne prétendons nullement, lorsque je dis ça au titre d'historien, nous n'en avons ni la formation, ni la disponibilité, ni même les compétences. Mais le monde du travail a une opinion, un point de vue, certes singulier. Nous ne sommes pas seulement les témoins, comme parfois on essaie trop souvent de nous cantonner, mais syndicalistes, nous nous voulons aussi observateurs, analystes, chercheurs des périodes passées et des périodes présentes. Et en étant dans ces choix autonomes de la CGT, l'Institut d'histoire sociale de ce département est cependant lui aussi à son service de la CGT, en posant les questions récurrentes qui traversent le syndicalisme. Les politiques unitaires, les rapports à l'État, les politiques revendicatives, les rapports aux politiques, les rapports à la politique. 1917, de ce point de vue, représente une porte importante, très importante sur le chemin d'une claire maîtrise du passé pour comprendre la réalité d'aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas de copier le passé, ni même d'en faire une référence, encore moins une icône, mais d'évaluer la trace de 1917 que 1917 a laissée et sans laquelle, en ce début du XXIe siècle, aucune construction d'avenir ne serait possible. Le gouvernement du président Macron, sous couvert d'une certaine pédagogie, affiche une terrible arrogance de classe. Il ne répond à aucune inquiétude du pays. C'est une révolution libérale qui vise à libérer les plus fortunés et le capital financier de toutes les entraves. C'est une politique qui encourage toujours plus d'accumulation, de profit, en exploitant plus durement le travail. Dans tous les domaines, nous nous trouvons face à une politique de démolition du système social français. Et les protestations sociales, et il y en a, notamment en ce moment, portent l'aspiration à une autre société, et écoutez, une élection présidentielle, ce n'est pas la suppression de la démocratie pendant 5 ans. Alors me direz-vous, où est le lien avec 1917 ? Au printemps 1917, une crise inouïe éclate au sein de l'armée française. La troupe crie à la guerre et chante aussi l'international. Une marche sur Paris pour exiger la paix est même tentée. En vain, elle ne pourra s'organiser. Dès la fin 1916, l'environnement national et international évolue et bouge considérablement. La révolution en Russie, les tensions politiques et les premières grèves ouvrières d'ampleur en France secouent l'union sacrée dont j'ai parlé au début. Alors, si le point de départ de la rencontre d'aujourd'hui fut la tenue ici, à Clermont-Ferrand, de la 3e conférence confédérale de la CGT sur la guerre, il serait, je crois, erroné de ne pas la relier, cette conférence, à ce qui se passe en Europe à cette même époque. Il ne conviendrait pas de passer sur l'histoire de la CGT, ni le souffle de 1917, ni la puissance d'un peuple qui décide de prendre en main son destin, ni l'impasse d'un système qui, finalement, nie le pouvoir démocratique de ce peuple. Le livre « La fin de l'homme rouge », paru en 2013 et que j'ai lu voici quelques mois, donne à connaître des témoignages de Russes de tous les âges, recueillis de 1991 à 2010, sur ce que fut la vie en Union soviétique et ce qu'elle est aujourd'hui en Russie.
Ce récit est poignant, émouvant, entre la jungle et le zoo. Aucun cadeau, ni d'un côté ni de l'autre. Nous n'avons pas à faire l'analyse exhaustive de ces expériences, mais je crois à réfléchir sur la base de ce passé. Savoir d'où l'on vient, non pour fantasmer sur ce passé, comme meilleur, ou avec la volonté de vouloir reproduire des modèles, voire réciter des slogans qui sont souvent très raccourcis. Ça nous amène à réfléchir aussi sur les conflits et sur les luttes actuelles. Je crois, pour terminer, qu'il y a besoin d'une participation plus que jamais aujourd'hui active des citoyens au sein d'une démocratie sans limite. Il y a besoin d'une CGT affirmée comme une force syndicale qui comprend notre époque avec ses aspirations, ses rêves, mais aussi ses utopies. La révolution d'hier appelle celle de demain. Le colloque d'aujourd'hui représente un retour aux sources pour mieux se projeter dans l'avenir. Ne rien oublier de l'histoire. Même s'il existe des leçons qui sont longues, douloureuses même quelquefois, à tirer définitivement. Est-ce que ce 21e siècle que nous débutons sera le siècle qui, le premier, va se confronter à l'échelle de la planète tout entière à la question du post-capitalisme? C'est cette question, je crois, qui est posée. Le capitalisme, ce système, n'est plus capable de porter les promesses d'épanouissement et d'émancipation humaine. Faire de la CGT une des forces capables d'affronter ces défis est une des questions qui est aujourd'hui posée. Je vous souhaite donc bonne journée à tous et bon travail, et merci aux organisateurs de cette rencontre et à tous les intervenants. Bonne journée à vous.